Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour, votre première vidéo de métabo, glucidique. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez voir les vidéos de mes coachs, elles sont incroyables, ils ont fait un travail de ouf. Vous avez des vidéos pour, la métabo protéique, mitochondriale et lipidique, donc vraiment foncez aller les voir. Moi, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, quand même de vous faire des vidéos de métabo glucidique, même si on est quand même à un stade assez avancé du semestre, que vous avez déjà vu, la plupart des cours et que je vous ai sorti presque toutes mes fiches. Je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant pour que vous puissiez revoir les cours d'une autre manière, ça change par rapport aux fiches. Donc je pense que ça peut être cool. Dites-moi en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, dis-moi si ça vous plaît et si, vous voulez, des vidéos pour tous les cours. En tout cas, c'est prévu, j'espère avoir le temps de tout vous sortir, mais c'est prévu. Donc voilà, je sais que je vous ai fait un petit, sondage sur Discord pour vous demander, les vidéos qui vous intéressaient le plus et c'est vraiment régule de la glycémie, qui est ressorti en premier et juste après il y avait la glycolyse. Donc ça m'étonne pas pour régule de la glycémie puisque c'est un cours que je vous ai pas encore sorti, qui va pas tarder d'ailleurs à sortir. Je vous sors d'ici fin octobre normalement. J'aimerais bien vous le sortir assez rapidement pour que vous ayez bien le temps de le voir, de l'assimiler parce que c'est un cours quand même qui est super important, qui est assez dense mais qui est hyper intéressant, vraiment. Par contre, j'aimerais bien m'assurer que vous ayez bien vu et assimilé toutes les voies glucidiques avant, surtout, la glycogénogenèse, la glycogénolyse, la glycolyse et la néoglycogénèse qui reviennent beaucoup dans le cours de régulation. Et c'est vraiment dans ce cours-là que vous allez faire des liens entre tous les cours et que vous allez vous apercevoir que la bioche, vraiment, c'est pas, si dense que ça. Ça en a l'air, mais en fait, quand vous faites des liens entre tous les cours, vous vous rendez vraiment compte qu'il y a plein de points communs et que tout se lie. Vraiment, c'est incroyable. Bref, j'arrête de parler et on y va. C'est parti. Donc, alors pour la glycolyse, je vais essayer, d'aller un peu plus vite sur les étapes parce que je pense que c'est acquis et surtout, de prendre le temps pour, les navettes, pour la partie avec les navettes qui est un peu plus technique, donc la partie en gros avec les devenirs des produits. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on commence et on nous dit que, le glucose provient de 2 sources. On nous dit qu'il provient de l'apport alimentaire par digestion des glucides et de la dégradation du glycogène lors de la mobilisation des réserves. Donc ça, c'est logique quand on mange du sucre et quand on dégrade notre glycogène. Donc on sait que dans notre corps, on synthétise constamment du glycogène, c'est la glycogénèse d'ailleurs. Et au contraire, quand on a besoin du coup de ressources, qu'est-ce qu'on va faire? On va dégrader ce glycogène, donc c'est la glycogénolyse, on le rappelle, pour mobiliser les réserves et pour avoir du sucre. OK, ça c'est bon. Ça, ce que je vous ai mis dans l'encadré rose, c'est vraiment super important. C'est ce qu'il faut retenir de la glycolyse. Si vous deviez retenir, la glycolyse en 10 mots, ça serait ça. Bon, il y a pas 10 mots, mais c'est OK. Mais en gros, vraiment, retenez que la glycolyse, c'est la dégradation du glucose en 2 pyruvates, qu'elle se passe dans le cytoplasme. Vraiment, ça, les compartiments dans lesquels se produisent les voies, retenez, c'est super important. Glycolyse, c'est le cytoplasme. Qu'elle comprend 10 étapes avec des intermédiaires et des enzymes différents à chacune des étapes. Donc ça, on va le voir ensemble. Que c'est une voie qui est amphibolique, donc cette notion, elle est super importante à comprendre. Amphibolique, ça veut dire qu'elle participe à l'anabolisme, mais aussi au catabolisme. Que c'est une voie oxydative et que le coenzyme utilisé est le NAD+. Donc là, je vous ai mis un petit rappel de ce que c'est l'anabolisme, de ce que c'est le catabolisme. Normalement, je pense que c'est bon pour vous. C'est un petit rappel du cours de mon coétude sur l'intro mais vraiment, l'anabolisme, vous le voyez comme la production intermédiaire, comme la synthèse des molécules, alors que le catabolisme, vous le voyez vraiment comme, voilà, je vais casser ce que j'ai synthétisé pour en extraire de l'énergie. Voilà, ça j'espère que ça va. Donc ça, c'est super important, à retenir, mais il faut savoir que ces 10 étapes-là, elles se divisent en 2 phases. La première phase qu'on va voir correspond aux 5 premières étapes de la glycolyse et correspond à une phase de consommation d'énergie. La seconde phase correspond, elle, à une phase de production d'énergie. OK? Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que la glycolyse fonctionne grâce à un couplage énergétique. En fait, vous allez mieux le comprendre quand vous allez comprendre, ce qui se passe au niveau du bilan. En fait, il faut savoir que dans la glycolyse, première phase, du coup, on a dit que c'était une phase consommatrice d'énergie, on consomme 2 ATP, donc lors de l'étape 1 et 3 qu'on verra. Deuxième phase, on restitue l'ATP et on n'en restitue pas 2, on en restitue 4. OK? Donc ça, c'est cette notion de couplage énergétique. C'est-à-dire que
On consomme des molécules d'ATP, mais on en restitue 4. Donc en fait, on va quand même avoir un bilan qui va être positif à la fin, un bilan positif en énergie, vu qu'on va produire 4 molécules d'ATP. Donc certes, on en a consommé 2, mais si on en produit 4, ça nous fait quand même un bilan de 2 molécules d'ATP produites, donc un bilan qui va être positif. Si par exemple, je vous dis qu'on me donne 4 bonbons, mais que j'en mange 2, il m'en restera 2 au final, donc je serai contente. Donc voilà, un petit peu pour schématiser le truc, mais je pense que vous avez compris. Donc ça, c'est la réaction, bilan de la glycolyse, ça c'est super important à savoir, mais ça va rentrer petit à petit. Vous allez voir, à force de revoir la voie, ça vient tout seul. OK, donc maintenant qu'on a vu un peu toutes, les bases, qu'on a revu tout ça ensemble, on va voir du coup la première phase, donc c'est la phase de consommation d'ATP comme je vous l'ai dit. Donc je vais essayer, de regarder pas à pas toutes les étapes avec vous. Donc déjà, première étape, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que c'est une phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. C'est quoi une phosphorylation? C'est tout simplement quand on va ajouter un groupement phosphate à notre molécule. Ici, pourquoi on, passe du glucose au glucose 6-phosphate? Parce que tout simplement, on ajoute le phosphate au niveau du carbone 6, OK? Voilà. Donc l'enzyme qu'on utilise, comme d'habitude, à chaque fois qu'on a une phosphorylation, retenez que c'est une kinase. Là, en l'occurrence, c'est l'hexokinase. C'est une réaction qui est fortement exergonique et irréversible. Ça, pareil, il faut savoir pour chaque étape ce qui est exergonique, ce qui est endergonique, ce qui est réversible, ce qui ne l'est pas. Petit rappel, d'ailleurs, là, il y a un petit erratum, mais exergonique, c'est bien une réaction qui va libérer de l'énergie, alors qu'endergonique, c'est bien une réaction qui consomme de l'énergie, OK? Ça, je pense que c'est acquis pour vous, mais au cas où, je vous le dis parce qu'il y a une petite erreur. Je l'ai précisé sur le forum, d'ailleurs. OK. Donc, ça, faut retenir vraiment première étape, exergonique. On consomme une molécule d'ATP et on utilise le magnésium en cofacteur. Donc cette première étape, c'est la phosphorylation du glucose et ce qui est super important à retenir, c'est que c'est une étape qui bloque le glucose dans la cellule. Donc, en fait, quand le glucose est phosphorylé, il est plus capable de ressortir de la cellule. Et c'est là que du coup, il va pouvoir s'engager dans plein de voies métaboliques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le glucose 6-phosphate, c'est un carrefour métabolique. Ça, c'est une notion qu'on va revoir ensemble, mais c'est super important, vraiment. Un carrefour métabolique, c'est une molécule qui va pouvoir s'engager dans plusieurs voies. Donc en fait, voyez-le comme ça, on a notre glucose tout seul au début, petit glucose célibataire, on lui ajoute le phosphate, il est phosphorylé, il est bloqué dans la cellule et il n'a pas le choix, il reste dans la cellule et il peut s'engager dans plein, plein de voies. Voilà, donc ça c'est bon, on en a parlé. Alors, on nous dit que ça va entraîner une rupture de la liaison phosphoanhydre sur l'ATP et que du coup, ça va former du coup la liaison phosphoester sur le carbone 6 du glucose pour produire la molécule de glucose 6-phosphate. Alors cette notion de rupture de liaison phosphoanhydre sur l'ATP, ça vraiment vous le voyez super bien avec ma cotute, donc je vais pas trop m'étaler dessus. C'est pas le plus important ici. Alors, là, par contre, ça, c'est super, super important. Je pense que vous l'aurez compris. L'exokinase, j'en parle pendant 2 pages. Je me suis un peu étalée dessus. Vraiment hyper important à comprendre. Mais en gros, il faut savoir que l'exokinase, il y a plusieurs types d'exokinase qui existent et elles ont des propriétés qui sont différentes. D'un côté, on a les exokinases 1, 2 et 3. Et de l'autre, on va avoir l'exokinase 4 ou aussi appelée glucokinase. C'est la même chose. Quand vous voyez exokinase 4, c'est glucokinase. Quand vous voyez glucokinase, c'est exokinase 4, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que l'exokinase 4 phosphoryle le glucose. Elle est spécifique au glucose, alors que les exokinases 1, 2 et 3 phosphorylent le glucose, mais aussi peuvent phosphoryler le fructose et le maltose. Donc ça, c'est super important. Déjà, les exokinases 1, 2, 3 peuvent phosphoryler plein de substrats, alors que l'exokinase 4, elle va être vraiment spécifique au glucose. Elle va pouvoir phosphoryler uniquement le glucose. Au niveau de la localisation cellulaire, c'est un peu le même principe. Les exokinases 1, 2 et 3 peuvent, aller phosphoryler dans plusieurs tissus, dans plein de tissus différents, alors que l'exokinase 4, ça va être uniquement au niveau des cellules pancréatiques, bêta et hépatiques. Pensez vraiment, exokinase 4, elle est spéciale, elle se démarque, elle est pas comme les autres. Ensuite, au niveau du KM et de l'affinité, donc on se souvient, je vous avais dit que très important, très important, mais l'affinité au substrat est inversement proportionnelle au KM. Donc,
Je m'explique, quand on va avoir une forte affinité, on va avoir un faible KM. Quand on va avoir une faible affinité, on va avoir un fort KM. Là, en l'occurrence, hexokinase 1, 2, 3, on nous dit qu'elles ont une forte affinité au substrat. Ça veut dire que l'enzyme va s'attacher, fort, fort, fort à son substrat et donc du coup, on va avoir un faible KM. Au contraire, hexokinase 4, affinité au substrat, elle est basse, elle est faible, elle va s'attacher mais pas très fort. Par contre, le KM, au contraire, il va être fort, inversement proportionnel du coup, OK? Donc pour mieux comprendre cette, notion d'affinité, vous avez un super schéma ici, un super graphique plutôt, c'est plus un graphique qu'un schéma, où vous avez 2 courbes. Donc vous avez la courbe, hop, de la vitesse relative de la glucokinase, en fonction de la concentration en glucose et de la vitesse relative de l'hexokinase, en fonction du coup de la concentration en glucose et vous remarquez quoi? Vous remarquez que pour l'hexokinase, en fait, elle va atteindre rapidement, très, très rapidement même, un plateau, OK? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va saturer à partir de, même pas, 2 millimoles par litre de glucose. Hop, c'est trop pour elle, elle en peut plus, elle arrive plus à phosphoryler, OK? Et elle stagne. Tandis que, la glucokinase, elle, c'est différent. Regardez, elle peut phosphoryler autant qu'elle veut, elle ira de plus en plus vite et ça ressemble vraiment, limite à une courbe exponentielle. Enfin bref, ça on s'en fout, mais c'est rapide quoi. Là, c'est vraiment ça atteint un plateau super vite. Là, ça sature pas. On a l'impression que ça veut pas saturer, qu'elle a zéro limite. C'est pourquoi ça, en fait? C'est parce qu'en fait, on se rappelle, on a dit que la glucokinase, elle avait une faible affinité, alors que l'hexokinase, elle avait une forte affinité. Ça peut vous paraître contre-intuitif, mais en fait, ça l'est pas du tout, c'est super logique. Imaginez, glucokinase, elle a une faible affinité pour son substrat. Donc quand elle va aller phosphoryler son substrat, elle va s'y attacher, mais pas très fort. Ce qui va laisser la place en fait, pour phosphoryler, ce qui va lui laisser la place pour phosphoryler plusieurs molécules d'affilée, OK? Et assez rapidement. Elle va pouvoir les enchaîner les molécules. Alors que l'hexokinase 4, elle va s'attacher tellement fort à son substrat, voyez-le comme ça, moi c'est comme ça que je le voyais, je pense que ça aide. Elle va s'attacher tellement fort à son substrat qu'en fait, ça va la bloquer et qu'elle va pas pouvoir passer à un autre substrat assez rapidement. Elle va avoir du mal à phosphoryler rapidement. Elle va être saturée, tellement elle va s'attacher fort, fort, fort qu'elle va être saturée. Voilà. Donc elle va atteindre un plateau alors que la glucokinase, elle, elle a une faible affinité, ce qui lui permet d'enchaîner, les molécules qu'elle a à phosphoryler et d'être beaucoup plus efficace. Voilà, j'espère que, c'est bien, que vous avez bien compris et que ça va pour vous. J'ai essayé de vous imaginer un petit peu le truc, mais c'est ça. Donc voilà, là, je vous laisse regarder l'explication justement de ma fiche, elle est super, je me suis un peu inspirée de ma vieille, incroyable, vraiment. Donc, maintenant qu'on a bien compris ces notions-là, deuxième étape, isomérisation du G6P en F6P. Alors une isomérisation, c'est quoi? C'est la transformation en un composé isomère et je vous ai mis ce que c'était un isomère. En gros, c'est quand on va former une molécule qui va être semblable à notre molécule de base, donc elle va avoir la même formule d'ensemble. Mais en fait, l'agencement des atomes dans la molécule, donc les atomes vont être les mêmes, mais leur agencement va être différent. Ce qui va leur donner du coup des propriétés différentes. C'est ça un isomère, c'est pas plus compliqué. Là, en l'occurrence, du coup, on transforme le glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate grâce à la phosphohexoisomérase ou phosphoglucoisomérase, c'est la même chose, ne vous inquiétez pas. On m'a demandé, c'est vraiment pareil. OK. Donc ça, encore une fois, il faut bien retenir que c'est une réaction faiblement endergonique. Ça veut dire qu'elle demande, pas beaucoup d'énergie, OK? Et que c'est une réaction qui est réversible, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut faire un retour en arrière, ce qui n'était pas le cas lors de la première étape, puisqu'on bloque le glucose dans la cellule, on se souvient. OK. Donc, 3e petite étape, phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6 bisphosphate. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc notre enzyme, c'est la phosphofructokinase 1. Est-ce que c'est surprenant qu'on ait une kinase? Non, parce que c'est bien une phosphorylation qu'on a. La PFK1, c'est une enzyme qui va être super importante à retenir pour, quelques raisons que je vais vous citer tout à l'heure. C'est une réaction qui est fortement exergonique et irréversible. Elle consomme un ATP. Voilà, ça c'est pour vraiment retenir, c'est super important. Les 2 étapes qui consomment une molécule d'ATP dans la glycolyse sont l'étape 1 et 3. Hyper important. Et on utilise du coup du magnésium en cofacteur. Tout ça, c'est important.
La phosphofructokinase va entraîner du coup la rupture de la liaison phosphoanhydre de l'ATP. Donc encore une fois, vraiment ça c'est, dans le cours d'intro de mon coach chute, ça va être super bien expliqué. Vous l'avez déjà vu je pense. Donc je vais pas trop m'étaler dessus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir ici dans cette étape-là, c'est qu'on va ajouter un phosphate et du coup on va l'ajouter dans le carbone 6. Donc cette réaction, elle est super importante parce qu'en fait, elle régule le flux entrant de la glycolyse. Ça, c'est super important. Retenez-le plus. Si je pouvais mettre 10 000 plus, je les mettrais. Ah bah voilà, je l'avais vraiment écrit, j'avais même pas vu. Mais vraiment, c'est super important. En fait, pourquoi on dit que cette étape, que cette enzyme régule le flux entrant de la glycolyse? Tout simplement parce qu'on avait dit quoi? On avait dit que le glucose 6-phosphate, c'était un carrefour métabolique, on se souvient, et qui pouvait aller dans plusieurs voies. Sauf qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on phosphoryle du coup le fructose 6-phosphate en fructose 1,6 bisphosphate, on a un engagement définitif en fait hem, dans la voie de la glycolyse, OK? On a un engagement définitif du glucose 6-phosphate vers la glycolyse. Donc en fait, cette étape, elle est décisive. C'est cette étape-là qui va nous dire: «OK, là, on est dans la glycolyse». C'est cette étape qui va nous différencier, des autres voies, OK? Donc c'est à partir de là qu'on nous dit: «OK, le G6P, il avait plusieurs choix. Il pouvait rentrer dans la glycogénolyse, la glycogénogénèse, mais non, il a pas fait. Il est rentré dans la glycolyse», OK? Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, retenez bien, G6P, carrefour métabolique et PFK1 régule le flux entrant dans la glycolyse. Trop important, vraiment, j'insiste. OK, alors on arrive à la quatrième étape de la glycolyse. Donc maintenant qu'on a notre fructose 1,6 bisphosphate, qu'est-ce qui se passe? On a une petite étape qui se démarque des autres un peu. Si vous remarquez, c'est la première étape où on produit non pas une seule molécule, mais 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est un clivage. Clivage, ça veut dire qu'on va casser la molécule en 2. Vous voyez là la flèche, la double flèche, et qu'on va obtenir 2 molécules, le DHAP et le G3P. Par contre, vous remarquez quelque chose? Bon déjà, j'ai pas précisé, mais oui, l'enzyme utilisée, c'est l'aldolase. C'est toujours à savoir vraiment les non-enzymes, les intermédiaires, ce qui est consommé, ce qui est relargué, super important. C'est une réaction très fortement endergonique, ça aussi, il faut le savoir, et réversible. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi elle est très fortement endergonique. En fait, elle est très fortement endergonique, donc elle consomme beaucoup d'énergie parce qu'elle libère 2 molécules, c'est logique. Quand vous allez produire 2 fois plus, vous allez consommer beaucoup plus, 2 fois plus, OK? Là, en l'occurrence, on ne libère pas qu'une seule molécule, mais 2, donc forcément, on va pas consommer autant que si on avait, produit qu'une seule molécule, d'accord? Alors, par contre, là, pourquoi il y a 2 pourcentages différents, vous devez vous demander? En fait, tout simplement parce que quand on va du sens fructose 1,6 bisphosphate vers DHAP et G3P, on doit consommer beaucoup d'énergie. On a du mal à former 2 molécules à partir d'un seul réactif. Donc on va former que 11 des produits. Par contre, donc dans ce sens-là. Par contre, quand on va dans ce sens-là, donc quand on fait le retour, quand on passe du DHAP plus G3P au fructose 1,6 bisphosphate, c'est l'inverse, on a beaucoup moins de mal et on peut produire beaucoup plus de produits. Logique parce que on a déjà, produit notre DHAP et notre G3P. On veut juste retourner à la phase d'avant, donc ça va nous demander beaucoup moins d'énergie. Voilà. Donc j'espère que ça va pour vous. Par contre, une phrase, quelque chose qui est super important, c'est que cette étape nécessite beaucoup d'énergie et constitue un frein à la glycolyse. Mais attention, nuance, c'est pas pour autant qu'elle va arrêter la glycolyse. Parce que, on se rappelle, toute la glycolyse est faite à la base d'un couplage énergétique. Donc grâce à ce couplage énergétique, on va pouvoir continuer quand même la glycolyse. Ça peut être un piège, attention. Donc oui, on consomme beaucoup d'énergie. Oui, ça freine la glycolyse, mais ça ne l'arrête pas, on la continue. Voilà, pour votre plus grand bonheur, on la continue. Donc, cinquième étape, isomérisation du DHAP en G3P. Étape super importante aussi, je vais vous dire pourquoi. Donc là, le DHAP qu'on a produit là, on va le transformer en une autre molécule de G3P. Attention, hein, c'est pas la même, c'est une autre. Donc là maintenant, à partir de maintenant, détail super important, on n'a pas une seule molécule de G3P, mais on en a 2. On a celle-là qu'on a produite à l'étape 4 et on a celle qui a été produite à l'étape 5 à partir du DHAP. OK? Donc on a 2 molécules de G3P.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est grâce à la triase phosphate isomérase qu'on passe du DHAP au G3P. C'est une réaction faiblement endergonique et réversible. Ça, c'est important aussi. Donc, à partir de maintenant, tous les produits de la glycolyse seront multipliés par 2 pour la phase, du coup, de génération d'énergie. C'est super important parce que vu qu'on part de 2 G3P, tout va être doublé parce que ce qu'on va produire à partir du premier G3P, on va le produire également à partir du deuxième G3P, OK? Donc tout est multiplié par 2 et ça, c'est super important, il ne faudra pas l'oublier pour, la seconde phase, OK? Donc maintenant, on va passer à la phase de génération d'énergie. C'est parti. Donc sixième étape, c'est quoi? C'est l'oxydation du G3P en 1,3 bisphosphoglycérate. Là, on parle d'oxydation. Qui dit oxydation dit on va devoir réduire notre cofacteur en parallèle. Je vous rappelle, et là je vous ai mis une petite aide, vraiment lisez-la, ça aide beaucoup, beaucoup. Mais en gros, retenez bien qu'à chaque fois que vous aurez une oxydation, en parallèle, vous aurez une réduction. Et quand vous avez une réduction, vous avez une oxydation en parallèle. Là, si ça avait été la réduction du G3P, on aurait eu le NADH qui aurait été oxydé en NAD+. Là, c'est pas le cas, c'est une oxydation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en parallèle? On réduit notre NAD+. C'est aussi simple que ça. Donc, notre enzyme, c'est quoi? C'est la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. C'est une réaction qui est faiblement ergonique, donc qui ne demande pas beaucoup d'énergie et qui est réversible. On utilise un phosphate inorganique et un NAD+. OK. Super important, c'est que dans cette étape, on ne génère pas d'ATP. Vraiment, on libère des molécules de NADH plus H+. C'est notre première molécule de NADH plus H+ qui va être produite. Par contre, attention, si vous avez bien suivi, est-ce qu'on libère qu'une seule molécule de NADH H+ ici? Eh bien non, parce que, on en relâche 2 en fait, puisque à partir du coup de la cinquième étape, comme on a dit, tout est multiplié par 2. À partir de la deuxième phase, tous les produits sont multipliés par 2. Donc on n'a pas ici un NADH plus H+, mais 2. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, aussi, deuxième petit détail, ici, on nous dit qu'on a un apport de phosphate. Attention, le second phosphate, il n'est pas apporté par l'ATP, vu qu'on n'a pas de consommation d'ATP. C'est vraiment par le phosphate inorganique qui va être apporté, tout simplement, OK? Donc ça, c'est à savoir aussi. On utilise bien sûr du coup notre coenzyme NAD+ et ce NADH plus H+ va être réoxydé pour réapprovisionner le pool de NAD+. Ça, c'est important et on le verra à la fin. Mais en gros, ici, on a une, réduction du NAD+ en NADH+, sauf qu'après, il va falloir le réoxyder celui-là, parce que nous, on veut notre réserve de NAD+. On ne veut pas, garder notre NADH plus H+ réduit. Donc ça, je vous le détaillerai à la fin, c'est avec les navettes. Mais voilà. Donc septième étape, c'est quoi? Elle consiste au transfert de phosphate. Du coup, donc on passe du 1,3 bisphosphoglycérate au 3-phosphoglycérate. Donc on perd un phosphate, OK? Regardez, là vous avez un phosphate au niveau du carbone 1 et du carbone 3. Là, vous l'avez plus qu'au niveau du carbone 3. Alors, vous pouvez vous demander, on m'avait posé cette question à la TTR, question super intéressante. Pourquoi si on perd un phosphate, on utilise une kinase, alors qu'une kinase, normalement, c'est pour phosphoryler et que là, on perd le phosphate. En fait, c'est parce que si vous regardez bien votre réaction, ici, on a bien une phosphorylation, regardez. Là, on a l'ADP, donc l'adénosine diphosphate, OK? 2 phosphates et on passe à l'ATP, triphosphate. Donc ça veut dire qu'il y a eu une phosphorylation ici, donc par la kinase, OK? Sauf qu'on a ajouté, du coup, un phosphate à cet ADP pour donner cet ATP. Mais le phosphate qu'on a ajouté, il vient bien de quelque part, il vient pas de nulle part. Donc, il sort d'où? Il sort tout simplement du phosphate qu'on a enlevé ici. Donc le phosphate qui va être enlevé du 1,3 bisphosphoglycérate va être mis au niveau de l'ADP. ADP plus phosphate égale ATP. OK, on passe du di au tri. J'espère que c'est clair. Donc on a une phosphorylation grâce à la kinase de l'ADP en ATP et du coup on perd un phosphate au niveau du 1,3 bisphosphoglycérate
pour le donner à l'ADP et c'est pour ça qu'on donne le 3-phosphoglycérate qui aura perdu son phosphate. OK, tout ça pour libérer notre ATP, notre starch finalement. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous, que c'est clair. C'est une réaction qui est fortement exergonique, donc oui, elle libère de l'énergie et réversible. On utilise le magnésium aussi, de toute façon à la fin je vous montrerai le petit récap pour bien tout retenir. OK, donc tout ça c'est bon. Là, on va passer à une étape qui est hyper, hyper, hyper importante, vraiment. C'est le shunt du 2,3-bisphosphoglycérate dans les globules rouges. Alors, il faut savoir que dans les érythrocytes, donc les érythrocytes, c'est vraiment les globules rouges, on peut court-circuiter la production de 3-phosphoglycérates. Donc, en gros, cette réaction-là, tac, on peut la court-circuiter en passant par une autre molécule, en passant par le 2,3-bisphosphoglycérate. Donc, si vous voyez ici, au lieu d'aller directement du 1,3-bisphosphoglycérate au 3-phosphoglycérate, on va passer par le 2,3-bisphosphoglycérate pour ensuite revenir au 3-phosphoglycérate. Alors vous devez vous demander quel intérêt ça a, ça rallonge un peu la glycolyse, enfin pourquoi faire en fait? Donc je vais vous expliquer. Ce qu'il faut savoir et vraiment c'est une phrase qui est tellement importante, elle tombe beaucoup, vous verrez dans les annales. D'ailleurs, je vais pas tarder à vous sortir les DM annales et tout pour que vous ayez, un max d'idées de ce qui peut tomber. Même si tout peut tomber, attention, on apprend tout. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment, vraiment savoir plus et ça en fait partie. Il faut vraiment savoir que le 2,3-bisphosphoglycérate, c'est un effecteur allostérique négatif pour l'hémoglobine. Je vous préviens, les pièges, il y a des pièges récurrents sur ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien vous dire c'est un effecteur allostérique positif ou alors c'est un effecteur allostérique négatif pour la glycolyse. Pour la glycolyse, c'est faux. C'est pour l'hémoglobine, OK? Super important. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, pourquoi on appelle ça un effecteur allostérique négatif pour l'hémoglobine, c'est qu'il diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et donc, il favorise la libération d'oxygène au niveau des tissus. Donc, je m'explique. On se rappelle tout à l'heure, je vous expliquais la notion d'affinité. Je vous ai dit que plus l'affinité, du coup, du de l'exokinase, tout à l'heure on parlait des exokinases, était élevée par rapport à son substrat, plus elle avait du mal à enchaîner, en fait, les molécules à phosphorylées et plus elle allait aller lentement, pardon. Là, c'est exactement la même chose. En fait, plus, du coup, hem l'hémoglobine va avoir une affinité élevée pour l'oxygène, moins elle va avoir, de facilité à libérer l'oxygène. C'est exactement ce qui se passe ici. Cet effecteur allostérique négatif va diminuer l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Ça veut dire que l'hémoglobine va toujours être accrochée à l'oxygène, mais moins fort, ce qui fait qu'elle va avoir beaucoup moins de mal à libérer l'oxygène en cas de besoin. OK, ça c'est super important, j'espère que vous avez bien compris. Sinon, vraiment n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum, je regarde et je réponds aux questions et vraiment n'hésitez pas, c'est super important. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On court-circuite avec la production de 2,3 BPG. Par contre, ça faut savoir, on ne le fait pas tout le temps. On le fait que dans les situations où on a plus besoin d'oxygène, c'est logique. Hop, notre corps a besoin de plus d'oxygène, ça peut être en situation du coup de grossesse, de haute altitude et cetera. Toutes les situations où on aurait plus besoin d'oxygène que d'autres. Donc on va diminuer l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, donc l'hémoglobine va pouvoir libérer plus facilement l'oxygène et on va pouvoir être servi plus rapidement en oxygène. OK? Donc il faut savoir que ce court-circuit, il entraîne un bilan nul de la glycolyse. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ici, on a libéré 2 ATP. OK? Donc on se rappelle, c'est pas 1 ATP qu'on libère, c'est bien 2, hein. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, je vous le dis maintenant. Mais on se souvient parce que depuis la deuxième phase, on double tous nos produits. Donc là, c'est 2 ATP qui ont été produits, donc on a un bilan nul à ce moment-là de la glycolyse. On a un bilan nul parce qu'on se rappelle qu'on a consommé 2 ATP. Là, on les a relargués, les 2 ATP, donc ça nous fait vraiment un bilan nul. OK, donc après avoir fait ce shunt, on reste quand même sur un bilan nul, ça, c'est à savoir. 8e étape, qu'est-ce qui se passe? Donc on a l'isomérisation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate. Alors là, il y a pas grand-chose à retenir, profitez-en, c'est cool. C'est juste, bon, l'isomérisation, je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure. Hop, on garde la même formule, on garde les mêmes atomes, juste la disposition est différente, donc ça va un petit peu changer les propriétés. L'enzyme, c'est la phosphoglycérate mutase.
C'est une réaction qui est faiblement endergonique et réversible. Ça veut dire qu'elle va demander pas beaucoup d'énergie et qu'on va pouvoir, passer du coup, heu, du produit au réactif et du réactif au produit puisqu'on va pouvoir faire, un petit retour puisqu'elle est réversible. On utilise du magnésium. Voilà, donc ça, c'est super important. Donc à ce moment-là, on a toujours un bilan nul en ATP et on a 2 molécules de NADH, au niveau de notre bilan. 9e étape, c'est une déshydratation du 2-phosphoglycérate. Donc qu'est-ce qui se passe? Déshydratation, comme son nom l'indique, on libère de l'eau pour passer du 2-phosphoglycérate au phosphoïnolpyruvate. Donc l'enzyme, c'est l'énolase, OK, et c'est une réaction qui demande pas beaucoup d'énergie, donc faiblement ergonique et réversible. OK, donc là, il y a rien de ouf. Juste, ce qui est super important, c'est qu'on produit une molécule de phosphoénolpyruvate et que la molécule de phosphoénolpyruvate, elle a un fort encombrement stérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle prend beaucoup de place, OK? Elle a un haut potentiel énergétique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde la molécule de phosphoénolpyruvate, elle a non seulement une double liaison ici, mais aussi un groupement phosphate. Donc tout ça, ça prend de la place. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas très compliqué. OK, donc 10e étape, transfert d'un groupement phosphate pour arriver au pyruvate. Donc là, on passe de notre phosphonylpyruvate à notre pyruvate. Donc on perd un phosphate. C'est la même réaction que tout à l'heure que je vous ai expliqué dans le détail. On a une pyruvate kinase, c'est quand même une kinase puisqu'on phosphoryle l'ADP en ATP. Pour passer de l'ADP à l'ATP, on a besoin d'un phosphate. Ce phosphate, on le prend en phosphonylpyruvate qui va aller sur l'ADP pour former l'ATP et on forme in fine notre pyruvate et on a fini notre glycolyse. Donc lors de cette dernière étape de la glycolyse, on a le transfert du groupement phosphate du coup pour former l'ATP, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc cette enzyme, la pyruvate kinase qui catalyse la réaction irréversible, il faut savoir que ça c'est super important aussi, elle est sensible au niveau énergétique de la cellule et permet de réguler le flux sortant de la glycolyse. Ça c'est par cœur, vraiment. C'est cette enzyme qui va signer la fin de la glycolyse. On sort de la glycolyse à partir de cette étape catalysée par cette enzyme, on peut enfin dire on a terminé la glycolyse. On sort de la glycolyse. Donc, c'est comme quand je vous disais que la PFK1 régulait le flux entrant dans la glycolyse, c'était elle qui signait le début de la glycolyse. Bah, la pyruvate kinase, régule le flux sortant. Vraiment, ça, c'est super important. Ces 2 phrases, c'est par cœur, OK? Donc là, je vous ai mis un gros récap, au niveau de toutes les étapes, donc ce qui est irréversible, ce qui consomme de l'ATP, ce qui produit de l'ATP, ce qui ne nécessite pas de magnésium, OK? Et je vous ai mis un bilan. Donc le bilan vraiment à savoir. OK, donc super important, la glycolyse donne un rendement positif en production d'ATP. Donc là, ici, on produit 2 molécules d'ATP, on se souvient parce que tout est doublé. Donc étant donné qu'on a consommé 2 molécules d'ATP lors de la première phase, qu'on en a régénéré, 2 tout à l'heure, on s'en souvient, ici, à la 7e étape. Donc là, on avait un bilan nul et qu'on en régénère encore à la dernière étape 2. Ça fait 4 moins 2 égale 2 et du coup, ça nous fait un bilan qui est bien positif de la glycolyse, donc on est content. On a produit de l'énergie. OK, super important. Donc le rendement en ATP induit par la glycolyse dépend de l'environnement en oxygène. Ça, c'est super important, on va bien le détailler après. Selon la présence ou non d'oxygène, en fait, la glycolyse, elle va pouvoir être couplée à la mitochondrie pour produire encore plus d'ATP. Parce que là, c'est bien beau, on a produit 2 molécules d'ATP, mais on a la possibilité d'en produire plus. Et ça, grâce à qui? Grâce à notre cycle de Krebs et à notre phosphorylation oxydative, que vous verrez vraiment hyper bien avec mon co-tut. Donc, je vais pas trop m'étaler dessus, mais ça, faut le savoir, vous pouvez encore produire plus de molécules d'ATP. En présence d'oxygène, bien sûr, en conditions aérobie. Mais ça, on va le voir tout de suite. OK, donc là, j'ai fini avec les étapes. J'ai essayé de vous réexpliquer ça au mieux. J'espère que c'est clair. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous allez direct sur le forum et vous m'envoyez ça. Là, on va passer à la partie un peu plus, technique parce que, du coup, je vais essayer de vous expliquer au mieux les schémas avec les navettes et tout. Parce que je sais que ça peut paraître un peu, gros, un peu chronophage la première fois qu'on le voit, mais je vous promets que c'est pas si compliqué que ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, là, je vais vous expliquer un petit peu
qu'est-ce que vont devenir les produits de la glycolyse? Parce que c'est bien beau, on a vu la glycolyse, mais maintenant, partie super intéressante parce que vous allez enfin savoir à quoi ça sert. Donc en conditions déjà aérobie, on va voir ce que nos produits deviennent, puis ensuite on verra en conditions anaérobie. Alors, en conditions aérobie, déjà on va parler de l'ATP du pyruvate qu'on a formé. Donc les molécules d'ATP, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont réintégrer le pool cellulaire. Donc c'est tout ça le pool cellulaire, c'est tout simplement la réserve pour participer du coup au fonctionnement de la cellule. Et les molécules de pyruvate produites par la glycolyse vont être transformées en acétyl-CoA. Donc une fois qu'on a produit notre pyruvate, il va, se transformer du coup en acétyl-CoA. Donc ici, hop, on a notre pyruvate, transformation en acétyl-CoA et cet acétyl-CoA, il va être pris en charge par le complexe de la pyruvate déshydrogénase dans la mitochondrie, donc cours de mon code-chute. Et ensuite, on verra qui pourra intégrer le cycle de Krebs. Mais ça, j'y viens. Ça, c'est en cas de besoin énergétique. Si on a besoin d'énergie, si notre corps est en manque d'énergie, l'acétyl-CoA s'engage dans le cycle de Krebs, puis dans la phosphorylation oxydative pour produire un max d'ATP. Par contre, si on est en excès d'énergie, ça veut dire qu'on a déjà trop d'énergie en nous. Bah, on va pas faire ça parce que du coup, ça serait contre-productif. On a trop d'énergie, on va encore plus en produire. Bah non. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? L'acétyl-CoA, il va participer à la mise en réserve du glucose sous forme de lipides par la lipogénèse dans les cellules hépatiques, du coup dans le foie et dans le tissu adipeux. Donc, tissu adipeux, là, on stocke les lipides. Donc, si on a trop d'énergie, on va vouloir stocker cette énergie, du coup, sous forme de lipides, donc au niveau de la lipogénèse que vous voyez super bien avec ma côte d'ailleurs. Par contre, si on a besoin d'énergie, au contraire, acétyl-CoA, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, on produit de l'énergie à fond. OK? Maintenant, pour, le NADH plus H+, qu'est-ce qui devient? En fait, le NADH plus H+, faut savoir que là, c'est bien beau, on a réduit du NAD+ en NADH, sauf qu'on veut le réoxyder pour réapprovisionner la réserve en NAD+. Et en fait, cette, réoxydation-là, on va pouvoir la faire grâce, à un couplage par le système des navettes mitochondriales. Un truc qui est super important, vraiment retenez-le, c'est que les navettes mitochondriales ne fonctionnent qu'en présence d'oxygène. Si il n'y a pas d'oxygène, si on est en condition anaérobie, il n'y aura pas, de navettes et donc pas de, réoxydation du NADH plus H+ grâce au système de navettes. Ça, c'est super important. Donc on distingue, il y a 2 types de navettes, ça tombe, c'est super important. Navette glycérophosphate et navette malate-aspartate. Donc là, vous devez peut-être vous demander ce que c'est une navette, puisque depuis tout à l'heure je parle de navette, mais en fait, une navette, il faut le voir vraiment comme un bus, hein, comme la navette que vous prenez. C'est un transporteur qui est situé au niveau des membranes mitochondriales. Mais ça sert à quoi du coup? C'est, une navette qui va permettre les échanges entre le cytosol et la mitochondrie. Donc elle va permettre de transporter les molécules du cytosol à la mitochondrie ou de la mitochondrie au cytosol. Faut savoir aussi qu'elle ne fonctionne qu'en présence de dioxygène, ça je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est super important. Donc il existe 2 types de navettes, la navette glycérophosphate qui se situe dans le cerveau et dans le muscle et la navette malate-aspartate dans le foie, le cœur et le rein. Ça pareil, super important à savoir, les localisations des navettes. Donc pour la navette glycérophosphate, qu'est-ce qui se passe? Donc dans ma fiche, je vous ai mis le schéma et en bas, je vous ai mis du coup toutes les étapes une à une pour que vous puissiez suivre en même temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, on prend une étape de la glycolyse. Donc là, cette étape-là, on s'en souvient, donc le passage du glycéraldéhyde 3-phosphate au 1,3 bisphosphoglycérate, c'est une étape qu'on a dans la glycolyse. Elle, réduit le NAD+ en NADH plus H+, on l'a vu. Ce NADH plus H+, on veut le réoxyder en NAD+, OK, super important. Et comment on va faire en fait pour réoxyder ce NADH plus H+ en NAD+? On va passer, par notre membrane, notre navette, super important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le DHAP est transformé en glycérol 3-phosphate par la glycérol phosphate déshydrogénase cytosolique, super important le cytosolique. Si on vous dit glycérol phosphate déshydrogénase mitochondriale, c'est faux, attention. Le glycérol 3-phosphate, il va passer du coup dans l'espace intermembranaire, lui il a aucun souci à passer, la membrane, OK, et il va être retransformé en DHAP, OK, via la glycérol phosphate déshydrogénase, cette fois-ci mitochondriale, vu que là c'est bon, on est rentré dans la mitochondrie, OK?
par réduction d'un FAD en FADH2. Donc ça, c'est un cofacteur comme l'NAD, sauf que là, on utilise le FAD qui va se réduire en FADH2, OK? Super important. Et tout ça, ça se passe au niveau du complexe 2 de la chaîne respiratoire mitochondriale. Ça, c'est super important. Retenez bien le nom des complexes. Je sais que pour l'instant, c'est flou, pour vous, parce que vous n'avez pas encore eu le cours CRM, mais une fois que mon coach vous le sortira, ce sera beaucoup plus clair et vous verrez que vous ferez des liens encore une fois et c'est incroyable. Mais là, du coup, il faut bien retenir pour l'instant, retenez bien qu'on utilise pour la navette glycérophosphate le complexe 2, OK? Donc ce, passage par le complexe 2 de la CRM va nous permettre de produire 2 molécules d'ATP. Ça aussi super important, retenez bien que glycérophosphate, c'est 2 molécules d'ATP qui sont produites, OK? Donc ça, c'était la réoxydation du coup du NADH+H+ en NAD+, grâce à la navette glycérophosphate qui nous a permis en parallèle de produire 2 molécules d'ATP, OK? J'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de la navette malate-aspartate. Donc deuxième type de navette qu'on retrouve cette fois-ci dans le foie, le cœur, le rein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc cette navette, elle fait intervenir un système d'antiports. Alors, c'est quoi un système d'antiports? C'est le passage de 2 molécules simultanément, mais dans un sens inverse. Pardon. Donc vraiment, antipore, on veut faire passer une molécule, d'un point A à un point B, en échange du coup d'une autre molécule qu'on fera passer du point B au point A. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va réutiliser du coup cette étape-là, donc on passe du glycéral 3-phosphate au 1,3 bisphosphoglycérate. Oups, on, réduit un NAD+ en NADHH+, on va vouloir le réoxyder. Sauf que cette fois-ci, ça va être via l'oxaloacétate. Donc l'oxaloacétate qui vient du cytosol, il va être converti en malate, OK, via la malate déshydrogénase cytosolique grâce à l'oxydation du NADH+H+ en NAD+. Là, on est content, on a réoxydé notre NADH+H+ comme on le voulait pour, enrichir notre pool et donc ensuite le malate, du coup, il va pouvoir traverser la membrane grâce, au système de transport. Une fois qu'il est maintenant, du coup, au niveau de notre mitochondrie, il va être oxydé en oxaloacétate. Donc, on se rappelle, on oxyde, donc en parallèle, on réduit un NAD+. Il va être oxydé en oxaloacétate par la malate déshydrogénase mitochondriale, OK, super important, en oxaloacétate. Et cet oxaloacétate, en fait, on a un petit souci, c'est que à partir de ce moment-là, il ne peut pas traverser la membrane comme ça librement et revenir au point de départ, non. La membrane interne mitochondriale est, imperméable à l'oxaloacétate. Ça veut dire que l'oxaloacétate ne peut pas passer la membrane. Il y a un blocage qui se fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? L'oxaloacétate, il va être converti en une autre molécule, en l'occurrence l'aspartate, par, l'aspartate aminotransférase, donc c'est l'ASAT. Et c'est cet aspartate-là qui va pouvoir passer du coup, cette fois-ci, la mitochondrie, puisque la membrane de la mitochondrie n'est pas imperméable à l'aspartate. Donc on utilise l'aspartate pour passer et l'aspartate sera reconverti en oxaloacétate, OK? Comme si de rien n'était. Mais on s'est servi quand même d'une autre molécule, donc qui est l'aspartate, pour faire passer l'oxaloacétate, OK? Voilà. Donc l'aspartate peut sortir de la mitochondrie tranquillement, en empruntant du coup le transporteur glutamate, donc c'est un antipore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez là, on a passage de l'aspartate de la mitochondrie au cytoplasme et en échange, on a un passage du glutamate du coup, du cytoplasme à la mitochondrie. Donc ça, c'est super important quand on est dans des conditions aérobies, donc présence d'oxygène, la glycolyse va pouvoir être couplée à la mitochondrie. Donc, molécules de pyruvate, elles vont pouvoir passer du côté mitochondrial. On va pouvoir, grâce à la PDH, on se souvient, transformer notre molécule de pyruvate en acétyl-CoA. Ensuite, cet acétyl-CoA va pouvoir aller dans le cycle de Krebs. C'est vraiment de la répétition que je vous fais, mais vraiment super important. Et une fois qu'il va intégrer le cycle de Krebs, il va pouvoir faire la phosphorylation oxydative pour produire plus de molécules d'ATP. Et quand on est dans ces conditions aérobiques, du coup, quand on a de l'oxygène, on va pouvoir aller jusqu'à un bilan total de 38 molécules si on utilise la navette malate-aspartate et de 36 molécules si on utilise la navette glycérophosphate.
Ça, c'est, super important à retenir, les valeurs. Donc moi, j'avais un petit mémo. Je me disais: «Navette malate aspartate», il y a 2 mots. C'est plus long, il y a plus de mots. Donc ça correspond à 38 molécules d'ATP parce que 38 c'est plus grand que 36. 36, c'est plus petit que 38, donc on a qu'un seul mot, navette glycérophosphate, c'est en un mot. Voilà, je sais pas si ça aide, prenez-le si ça vous aide, laissez-le si ça vous embrouille. C'est un peu bancal comme mémo, mais voilà, je vous le dis quand même au cas où. C'est comme là, pour le nombre d'ATP, j'avais un autre mémo qui est un peu pareil, enfin un peu semblable. En gros, là, je vous ai dit que ça permettait la production de 2 molécules d'ATP grâce au complexe 2. Alors qu'ici, pour la navette malate aspartate, on a la production de 3 molécules d'ATP et c'est grâce, au complexe 1, cette fois-ci d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais c'est bien grâce, au complexe 1 du coup que se fait ce passage-là, alors que, ici, donc dans la navette glycérophosphate, c'était le complexe 2 qu'on utilisait. Donc, mon petit mémo à moi, c'est que je me disais: «Navette malate aspartate», il y a 2 mots, donc plus d'ATP produit, 3 ATP. Malate glycérophosphate, il y a qu'un seul mot, donc moins d'ATP produit, donc 2 ATP. Voilà, j'espère que ça vous servira, sinon c'est pas grave, laissez. OK, donc maintenant qu'on a vu ça en condition aérobie, c'est bien beau, aérobie, on utilise nos navettes parce que ça marche, navette au niveau de la mitochondrie a besoin d'oxygène, tout va bien, ça marche. Mais du coup, vous devez vous demander pourquoi, enfin, pourquoi c'est qu'en aérobie, pardon? En anaérobie, comment on fait? En fait, en absence d'oxygène, pour réoxyder le NADH+H+, puisque dans tous les cas, il va falloir le réoxyder, ce NADH+H+, on va coupler notre molécule de pyruvate qui a été produite lors de la glycolyse à une molécule, du coup. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va coupler la molécule de pyruvate, non pas à la mitochondrie, mais au lactate. En gros, on va transformer le pyruvate en lactate grâce à la LDH, la lactate déshydrogénase, hyper important cette enzyme. Et en passant du pyruvate au lactate, on va pouvoir oxyder le NADH+H+ en NAD+, on est content, on a réoxydé. OK? Voilà, donc là, je vous ai mis des petites infos. On parle de fermentation lactique quand on n'a pas d'oxygène et ça, c'est utile, pour le muscle en exercice, OK, dans les tissus anoxiques, donc qui n'ont pas d'oxygène et aussi par les érythrocytes, puisque du coup, ils n'ont pas de mitochondrie. Par contre, attention, faut faire attention quand on a une trop forte production de lactate, faut quand même un juste milieu. Ça peut donner des acidoses lactiques. Voilà, petite info utile. Donc voilà, je pense que, c'est tout. J'espère que c'est clair, que vous avez bien, bien compris. En tout cas, je le répète encore une fois au cas où, mais que, les navettes, on ne peut pas les utiliser en condition anaérobie. Parce qu'une navette, c'est au niveau d'une mitochondrie obligatoirement. Une mitochondrie sans oxygène, elle ne fonctionne pas. Donc c'est pas possible. Donc en cas de condition anaérobie, pour réoxyder le NADH+H+ en NAD+, après la glycolyse, on utilise du coup la molécule de lactate. OK, super important. Donc voilà, donc le bilan en anaérobie sera uniquement de 2 molécules d'ATP. On va pas pouvoir en produire 36, 38 comme quand on est en condition aérobie grâce aux navettes. Là, on s'arrête à 2 molécules d'ATP, OK. Parce qu'il n'y a pas de couplage, à la mitochondrie. Donc on n'aura ni gain ni perte de molécules d'ATP. On va pas perdre nos molécules d'ATP en anaérobie, on va quand même les former, ces 2 molécules d'ATP, formées par la glycolyse, mais on n'en aura pas plus puisqu'on va pas pouvoir faire de phosphorylation oxydative, ni d'intégration du cycle de Krebs. Voilà, j'espère que c'était clair. À la fin, je vous ai mis un gros, gros récap, de toute la glycolyse. J'espère qu'il vous plaît. Au moins, vous pouvez le revoir et le re-revoir. Vraiment, n'hésitez pas à revoir le schéma tout seul plusieurs fois. Ça aide vraiment à bien intégrer toutes les étapes. Je vous ai fait un petit code couleur avec les réactifs en une couleur, les enzymes, dans une autre couleur, heu, les molécules ATP qui sont consommées, ce qui est relargué, vraiment tout. Il y a tout dans ce schéma. Donc n'hésitez pas, à aller le voir. De toute façon, je vous ferai un gros récap de toutes les voies glucidique sous une forme de grosse fiche. Je pense que je vais pas tarder à la sortir, vraiment dans la semaine, elle sort. Donc voilà, au moins vous pourrez revoir toutes vos voies à la suite, ce que je vous conseille vraiment de faire pour, vraiment avoir une vision d'ensemble, de la bioche, c'est super important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours, à me dire, si ça vous intéresse
vraiment, d'avoir des vidéos pour tous mes autres cours. En tout cas, c'est prévu. Bientôt va sortir du coup la fiche sur la régule de la glycémie. Je vais vraiment pas tarder à la sortir, donc pas de panique. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé un max. Je vous souhaite bon courage, il y a toute la Dèche qui est derrière vous. Vous êtes, vraiment les plus forts et voilà, je vous fais des gros bisous.